Nous sommes mardi 16 juin 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance. Les titres pour démarrer. Le 16 juin est la journée internationale de l'enfant africain. Cette journée est célébrée alors qu'il y a toujours des enfants mineurs qui croupissent dans les différentes prisons malgré la loi qui prévoit un centre de redressement pour un enfant mineur poursuivi par la justice. Le gouvernement du Burundi n'a pas pris de mesures drastiques pour faire face à la pandémie de coronavirus. Le réseau des citoyens probes se dit inquiet par le manque de matériel dans les différents hôpitaux pour faire le test à toute personne présentant les symptômes de la COVID-19. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous revenons sur le silence radio qui a caractérisé les autorités burundaises ces derniers jours quand le président Pierre Nkurunziza agonisait sur le lit de l'hôpital et même quand il avait rendu l'âme. Le développement de ces titres dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Depuis 1991, le 16 juin de chaque année, c'est la journée internationale de l'enfant africain. Cette journée est organisée en mémoire de plusieurs centaines d'enfants massacrés lors d'une marche pour les droits à Soweto en Afrique du Sud par le pouvoir de l'apartheid le 16 juin 1996. Cette journée a été célébrée aujourd'hui alors qu'au Burundi, les mineurs poursuivis par la loi continuent d'être emprisonnés dans les prisons des adultes alors que leur place était dans des centres de redressement. Le défenseur des droits humains parle d'un manque de mesures d'accompagnement à la loi qui protège les mineurs, entre autres les moyens financiers suffisants pour éviter les vices de procédure. Les détails avec Franck Kazé. Les informations en provenance des maisons de détention affirment que beaucoup de mineurs en conflit avec la loi font souvent l'objet de garde à vue dans différents cachots où ils peuvent même passer des jours sans manger. Souvent, des vices de procédure sont constatés dès l'arrestation des personnes de moins de 18 ans par un officier de police judiciaire. En effet, ce dernier a le devoir de mettre les prévenus à la disposition du magistrat dans une période de 7 jours maximum, ce qui n'est pas souvent le cas, selon les mêmes informations. L'argument le plus avancé est le manque de moyens de déplacement. Le magistrat instructeur se trouve également confronté au même problème lorsqu'il doit transférer le mineur dans les centres habilités. Une procédure qui peut prendre des jours, et cela toujours en violation du code de procédure pénale. Pour maître Jean-Claude Neburumonsi, bien que la loi soit claire sur le traitement des mineurs, il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement pour la faire respecter. L'avocat propose qu'il y ait d'abord le respect des délais dans le traitement des dossiers. Jean-Claude Neburumonsi demande au gouvernement de mettre les moyens de déplacement à la disposition des magistrats et de créer des centres transitoires pour mineurs à proximité de chaque prison pour éviter que les mineurs soient gardés au même endroit que les adultes. Il faut savoir que jusqu'aujourd'hui, le pays dispose de seulement 3 centres de détention pour mineurs en conflit avec la loi, à savoir Ruyigi, Rumongue et un quartier pour filles mineures dans la prison pour femmes d'Ongozi. Merci à Franck Kazé. Il n'y a pas d'espoir qu'il y aura un changement au Burundi tout au long du pouvoir de Evariste Ndayishimiye, selon le professeur Charles-Ndi Itige, président de l'Iprona de l'opposition. Si le futur président avait la volonté d'incarner le changement, il devrait avoir le courage de reconnaître, lors de sa prestation de serment, qu'il a usurpé le pouvoir. Je dirais qu'il y a très peu d'espoir parce que c'est le même système qui continue, parce que depuis 2015, lorsque M. Nkurunziza a commis un hold-up constitutionnel en violant l'accord d'Arusha et la Constitution et en allant contre la volonté du peuple, aujourd'hui, ces élections qui viennent de se passer, qui sont en quelque sorte une mascarade électorale de plus, ont été émaillées de beaucoup de fraudes, de beaucoup d'irrégularités qui ont été dénoncées même par les évêques catholiques. Et surtout, ces élections avaient un cadre légal contraire à la Constitution, parce que cette nouvelle Constitution du 7 juin 2018 a enterré définitivement l'accord d'Arusha qui avait permis de stabiliser le pays, permis une gouvernance partagée entre les composantes politiques. Et donc, c'est un hold-up constitutionnel, mais également un hold-up électoral. Donc, M. Evariste Ndayishimiye est un président qui a usurpé le pouvoir
et qui est allé contre la volonté du peuple qui souhaitait absolument un changement. Bon, qu'il soit différent de M. Nkurunziza, je n'en doute pas, mais est-ce que le système est mis en place par M. Nkurunziza et le système CNDD-FDD disparaît avec M. Nkurunziza? Je ne pense pas, c'est le même système. Par exemple, si demain il annonçait, il reconnaissait que c'est un pouvoir usurpé et que par conséquent, il est prêt à négocier avec toute l'opposition plurielle pour qu'on puisse rétablir l'accord d'Arusha. Le réseau des citoyens probes s'inquiète de la négligence affichée par les autorités burundaises face à la pandémie du coronavirus qui fait rage dans le monde. Selon son vice-président Gervais Nibigira, les hôpitaux n'ont pas de matériel suffisant pour tester la maladie et les chiffres qui sont donnés par les institutions de la santé ne sont pas du tout actualisés. Il demande au gouvernement de prendre des mesures pour protéger la population dans les brefs délais. Le gouvernement du Burundi a négligé la maladie. Que ce soit le gouvernement, que ce soit aussi le président qui vient de décéder, il a toujours nié l'existence du Covid en chantant que c'est le Dieu qui va les protéger. Mais aussi, il montrait que le Covid est une sanction, peut-être pour les pays, quelques pays. Et si on voit comment il prenait ceux qui utilisaient les masques. Donc, cela montre qu'il y a une négligence totale, que ce soit au niveau du gouvernement, mais que ce soit au niveau des autres institutions. Mais aujourd'hui, alors, il est à que le gouvernement se ressaisisse pour prendre des mesures conséquentes. Et aujourd'hui, il y a des rapports du ministère qui montrent qu'il y a des cas qui continuent à être mis à disposition de la population. Mais aujourd'hui, si on voit comment même les rapports sont donnés, ça montre qu'il y a quelque chose qui est derrière, qui est caché. Si on voit comment les tests sont faits par une certaine institution, l'INSP, cela montre que quand même il y a une négligence. Donc aujourd'hui, on demande alors qu'il y ait la décentralisation pour les tests, mais aussi de chercher les moyens, les médicaments pour les cas qui ont déjà été testés positifs, mais aussi ouvrir ces cas aux autres tests. Il y a des hôpitaux au pays et aussi il faut que le gouvernement coopère avec les institutions comme l'OMS et d'autres qui peuvent donner des moyens nécessaires pour lutter contre cette pandémie. Et cette pandémie, ce n'est pas un problème pour le Burundi tout simplement. Si aujourd'hui les autres pays ont pris des mesures pour lutter contre la maladie et le pays reste isolé, donc après-demain, il y aura l'ouverture pour les autres pays et notre pays restera toujours isolé. Donc c'est une maladie aujourd'hui qui n'est pas le problème pour le Burundi tout simplement, mais c'est pour l'humanité. Et c'est pourquoi alors aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait des mesures, que ce soit pour tester ceux qui se croient malades ou des victimes, parce qu'il y a des familles qui ont déjà perdu la leur. Donc il faut que les restes soient testés, soit pour qu'il y ait quand même un minimum de protection. Toujours à propos de la pandémie de coronavirus, l'OLICOM fait savoir qu'il a déjà formellement demandé au gouvernement du Burundi de prendre des mesures qui s'imposent pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ces propos sont de Gabriel Rufyiri, président de l'OLICOM. Gabriel Rufyiri demande aux autorités burundaises de ne pas faire sourde oreille à l'appel lancé par l'OMS pour prendre des mesures drastiques pour limiter la propagation de ce fléau mondial. L'OLICOM a déjà adressé au moins 3 correspondances au bureau de la présidence de la République du Burundi. Nous avons même publié plusieurs communiqués pour alerter l'opinion nationale pour qu'il y ait des mesures de prévention. Malheureusement, nous avons vu que le gouvernement du Burundi ne veut pas réagir pour prendre des mesures qui s'imposent
dans le but de prévenir cette pandémie qui est devenue, comme vous le savez, une pandémie mondiale. Pour nous, il faut interdire les rassemblements. Deuxièmement, il faut que les mesures de distanciation physique ou sociale soient de mise. Troisièmement, il faut qu'il y ait des tests, si c'est possible. Mais aussi, nous pensons que toutes les mesures qui ont été données, qui ont été présentées par l'OMS, puissent être suivies. Sinon, pour l'ICOM, il est clair que les mesures ne sont pas prises parce que le gouvernement du Burundi pense que cette pandémie ne les inquiète pas. Au niveau social, vous savez qu'il y a des conséquences. Au niveau économique, il y a des conséquences. Surtout que le capital humain maintenant est menacé au Burundi. Continuons ce journal sur la page justice. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mardi 239 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour le rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Ils se rendaient en commune de Mosigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient les rebelles et les forces de l'ordre. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana sont accusés de tentatives d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et pour clore ce journal, le Muni Magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la mauvaise communication des autorités burundaises dans une situation d'une menace existentielle comme la pandémie de Covid-19. Ce Mini Magazine de la synergie des médias vous est présenté par Bertrand Ngendakuriyo. La gestion de l'information sur l'état de santé du président Pierre Nkurunziza juste avant et après sa mort est l'un des cas illustratifs de dissimulation de l'information par le gouvernement burundais depuis le début de la crise liée à la Covid-19. La dissimulation ou le mensonge adopté par le gouvernement peuvent-ils avoir des conséquences sur le quotidien de la population burundaise? C'est sur cela que nous allons nous concentrer dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Ngendakuriyo, bienvenue. Au cœur de la société. Depuis lundi soir de la semaine dernière, des rumeurs sur la mort de Pierre Nkurunziza circulaient au Burundi. Des rumeurs non confirmées, mais non démenties non plus par le gouvernement. Emile Basumba de la radio publique africaine RPA revient sur cette situation qui s'est finalement débloquée dans la journée de mardi de la semaine passée. Après avoir confirmé que Pierre Nkurunziza était admis à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi samedi dernier, la radio publique africaine a ensuite affirmé que le président de la République du Burundi serait mort le lundi. Parallèlement à la publication sur ses réseaux sociaux, la RPA a finalement décidé d'informer l'opinion dans son flash de mardi à 14h. Après 3 jours d'hospitalisation à l'hôpital du cinquantenaire de la province Karusi, certaines sources affirment que le chef de l'État serait décédé dans l'après-midi de son lundi et que des réunions de crise se tiennent. Le silence qui avait caractérisé le bureau du chef de l'État a finalement disparu et certains conseillers ont commencé à semer le flou dans leurs interventions. C'est aux environs de 16 heures dans la même journée de mardi que le gouvernement burundais a finalement confirmé ce décès. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Bob Lugurika, directeur de la radio publique africaine, s'est beaucoup investi dans la recherche de la vérité sur cette affaire. L'attitude habituelle du gouvernement burundais dans de telles situations inquiétait Bob Lugurika. Nous, ce que nous avons fait, c'est juste un devoir professionnel parce que vous vous rappelez que son épouse avait été évacuée il y avait quelques jours sur Nairobi où
les médias locaux ont rapporté que la première dame du Burundi a été testée positive du Covid-19. À partir de ce moment, nous nous sommes sentis interpellés. Nous nous sommes sentis dans l'obligation d'enquêter sur la santé du couple présidentiel et notamment du président de la République. Et c'est après quelques jours d'ailleurs que nous avons commencé à recevoir des informations faisant état d'une santé vraiment pas très bonne au palais du président de la République. Et nous avons décidé de suivre de près cette information jusqu'au jour où, ce fameux samedi, nous avons appris que le président de la République, Pierre Nkurunziza, venait d'être admis à l'hôpital du cinquantenaire en province de Karuzi. Nous avons été en contact avec les professionnels de santé et malheureusement, nous avons appris que la santé du président Pierre Nkurunziza se détériorait et cela jusqu'à dimanche. Nous avons essayé d'alerter l'autorité publique pour qu'il puisse sortir du silence et informer l'opinion publique, surtout nationale et internationale, sur la santé, sur la situation sanitaire du chef de l'État. Et nous avons vu que même le dimanche, il n'y a eu aucune réaction officielle. Et le lundi, nous avons appris que le chef de l'État est même décédé. Et là, quand même, nous avons trouvé irresponsable de la part des autorités de ne pas communiquer, de rester toujours dans ce silence un peu assourdissant, quoi. Et là, nous avons décidé de commencer à publier des informations sur les réseaux sociaux et même au sein de la radio pour quand même obliger l'autorité à sortir du silence et à informer les Burundais sur la santé de leur chef d'État, sur la vie ou la mort du président Nkurunziza. Et d'ailleurs, certaines autorités s'adonnaient à nous insulter sur les réseaux sociaux en disant qu'ils n'ont pas du temps à perdre pour nos commentaires, pour nos informations, et qu'ils étaient très occupés à préparer les sénatoriales et les collinaires. Le refus de communiquer, le refus d'accès à l'information aux citoyens, c'est le commun souvent des régimes dictatoriaux. Pour eux, c'est tout à fait normal de ne pas communiquer, de refuser de parler, de refuser de dire la vérité. Mais cela engendre des rumeurs des fois qui peuvent être à l'origine d'une certaine instabilité. Donc, des rumeurs qui peuvent entraîner la perturbation de l'ordre. Par exemple, vous savez, si le régime se réfugie dans un silence dans des moments pareils, vous avez entendu ici et là, dans certains coins du pays, il y a des militants zélés, par exemple, du pouvoir, qui peuvent vouloir attribuer la mort du président au camp adverse en disant « Oh non, ça doit être les opposants qui l'ont éliminé ». En période de rumeurs ou de fausses informations en circulation, la population peut prendre de mauvaises décisions ou tout simplement entreprendre de mauvais comportements dans une situation d'une menace existentielle. C'est la lecture de Jean-Gis Ndouimana, expert en études des médias. D'emblée, il faut noter que cette manque d'informations sur certains faits d'actualité est bel et bien orchestré par le gouvernement. C'est dans sa perspective de contrôle de l'information. Autrement dit, le gouvernement veut imposer ce qui se dit ou bien ce qu'il faut faire croire aux gens. On a observé ça lors des élections avec cette pandémie du Covid-19, mais aussi avec la mort du président. Alors, quelles sont les conséquences qui sont là? Par exemple, ça accentue la panoplie de rumeurs ou de fausses informations en circulation. Ça se voit au Burundi avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelqu'un est mort, demain on le voit, il est là, devant les caméras, ou bien on spécule sur beaucoup de choses. Mais aussi la désinformation ou la propagation intentionnelle des opinions ou idées en l'absence de véritable information. Là aussi, c'est une conséquence. Et puis encore, ça va impacter, mais aussi sur la population. Souvenez-vous, l'information nous aide à prendre de bonnes décisions. Alors, à l'absence de cette information autorisée, les gens peuvent prendre de mauvaises décisions. Par exemple, aujourd'hui, au Burundi, les gens ne sont pas bien informés sur la pandémie du Covid. Ce qui se passe au Burundi, ça ne se passe pas ailleurs, parce que les Burundais ne sont pas informés sur la pandémie et ils continuent à adopter ces comportements comme en temps normal, alors qu'il y a des mesures qui sont préventives, qui sont recommandées par exemple par l'OMS, qui ne sont pas encore de mise au Burundi. L'on peut donc retenir avant de clore ce mini-magazine que l'absence d'une information accentue la panoplie de rumeurs. C'était le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci pour votre attention.
Bertrand Nakulio, je vous le présenter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci aussi à toute l'équipe de production et à l'équipe technique. Au revoir.